Dimanche 27 février 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission hebdomadaire, La Vraie Version qui est une émission socio-politique et culturelle de Guérit TV Monde. Nous recevons pour vous ce dimanche Emel Guérin, consultant en communication et gestion des crises. Emel Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Emel Guérin, Lionel Jusso, Nicéphore Dieudonné Soglo étaient récemment aux côtés du président Patrice Talon à la Marina. C'était bien sûr le jour du vernissage des 26 trésors royaux. Cette présence de ces acteurs politiques alimente toujours la polémique dans l'opinion nationale et internationale. Oui, je voulais d'abord dire que cette image nous a donné une bigarrue sidérante, extraordinaire et historique. Pourquoi historique? Parce qu'il s'agit en fait des œuvres culturelles, le patrimoine béninois, donc c'est de l'histoire. Je pense que ce moment, dans les jours, dans les années à venir, serait anthologique dans les annales d'histoire du Bénin. Pourquoi? C'est parce que, vous savez, lorsque une famille, quelle que soit la division, se retrouve toujours autour d'un bien commun. Et c'est ce qui s'est passé. Ces œuvres d'art qui relèvent du patrimoine béninois, parce que le Bénin, aujourd'hui, vous savez comme moi que depuis son indépendance, a conduit des tumultes. Et grâce à, même s'il y a des choses à dire, à redire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, à la période révolutionnaire, le président Mathieu Kérékou a essayé de construire un État-nation. C'est ça le plus important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avions un bien commun. Nous avions un idéal commun autour duquel tout le monde doit se réunir, quelles que soient les divisions. Donc moi, je pense pour moi pas que cette image est très belle. Ça me séduit. Et pourquoi M. Lionel Jusso ne n'irait pas visiter au palais? Au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'abord, je vais vous dire, est-ce que le fait d'avoir été un candidat malheureux, fait d'office de celui-là, un opposant, ça n'a pas de sens. On dirait qu'il n'y a pas de débat intellectuel par rapport à cette histoire-là. Et puis, mieux encore, ces œuvres dont on parle n'appartiennent pas au président Talon, pas du tout. C'est vrai que c'est lui l'instigateur, mais c'est heureux aussi pour lui, et peut-être qu'on va en parler pour tout à l'heure, pour que je puisse vous expliquer le symbole que cela représente, le retour donc de ces œuvres historiques qui ont été spoliées. Il ne faut pas l'oublier. Donc moi je pense que c'est un faux débat, c'est un non-événement, ce débat-là, que de dire que Monsieur Jusso, tout ce qu'on a entendu sur lui, ça n'a aucun sens. Moi je pense que c'est pathétique d'entendre ce genre de choses-là, et c'est insolent, ce genre de propos à son encontre. Oui, parlons justement de ces propos à son encontre. Vous avez suivi sur la radio France Internationale l'ancien ministre des Finances béninois, Komi Koutié, qui est allé même à traiter Lionel Jusso d'objets volants non identifiables. Et je vais vous répéter ce qu'on dit souvent, ce que le président russe a dit, Vladimir Poutine a dit récemment, en répondant à Joe Biden qui l'a traité de meurtrier, d'assassin. Ils disent, on juge quelqu'un de ce que l'on est. C'est ce que moi je constate. Parce que où est la démocratie, où est la liberté de pensée, d'expression, qui est inhérente à chacun de nous? Je suis libre de soutenir Patrice Talon. Je suis libre de m'opposer à lui. Alors si M. Jusso, encore que M. Jusso, vous savez que sa famille a un musée d'histoire qui est à Ouida. Alors, ça veut dire qu'il a tous les intérêts d'y aller. Peut-être les voleurs de ces œuvres, en temps, avaient estimé que nous n'avions pas les infrastructures nécessaires pour abriter ces œuvres. Peut-être que c'est le cas de négocier, dit moi je peux les abriter, j'ai l'infrastructure. Je me rappelle quand il avait mis en place, enfin sa famille et ce musée, j'y étais allé et puis j'ai même fait un reportage journalistique par rapport à ça. Vous voyez, donc c'est déjà beaucoup d'intérêt pour lui d'aller. Ce débat-là, il faut qu'on y aille, si vous voulez,
Parce que ce monsieur, en 2016, vous savez quoi? Il a été traité de Yovo. Pourquoi? Moi, j'ai une sœur dont la maman est une Française. À l'époque, elle m'a appelé pour me dire, mais écoutez, grand frère, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que si je viens au Bénin, on va me traiter de Yovo, alors que je suis béninois. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que nous pouvons être aussi racistes que ça? Et que, heureusement, que ce monsieur accepte de venir, de suivre le président et de venir voir ce que l'histoire du Bénin revêt. Et on dit qu'il est un objet volant. Ça n'a aucun sens. Et le président Soglo, M. Zissou n'est pas le seul. Il y a des gens qui s'étaient opposés à Patrice Talon en 2016 ou en 2021, je ne sais pas, et qui après sont dans le gouvernement. Ceux-là aussi sont des objets volants, mais de quoi parlons-nous? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je pense que c'est superficiel, ce genre d'argumentation. Qu'est-ce qui fait mal à Kouché selon vous dans cette histoire? Justement, vous avez posé une belle question pour ce que je sais et que je suis en train de voir la confirmation. Vous savez, j'ai un ami très très proche de la famille Zissou. Et quand j'ai entendu dire que si le président Zissou venait, il allait peut-être faire plus que ce que Talon fait dans la lutte contre la corruption. Et Kouché ne serait peut-être pas épargné. Ça veut dire qu'il en sait quelque chose. Ça veut dire que ce n'est pas la visite je pense bien, de Zissou au palais qui le gêne. Ça veut dire qu'il y a autre chose qui le gêne. Et que si Zissou aujourd'hui a été condamné pour ne plus se présenter à une élection au Bénin, ça veut dire que, écoutez, ça veut dire que, et vous savez comme moi que c'était pas anodin et qu'on l'a entraîné dedans. Et M. Zissou n'est pas n'importe qui. Il a un lobby derrière lui. C'est un grand des meilleurs financiers. Vous comprenez? Et donc, quand moi je vois ces gens-là, ces politiciens, c'est malheureux. Je les connais un peu. Je les ai fréquentés un peu. Et même, je vais vous dire, un autre ami qui était très proche, à son âme aujourd'hui, qui était très proche du président Talon, j'étais chez lui pour déjeuner juste après les élections de 2016. Et j'ai vu un arropage d'hommes politiques, dont certains au Parti démocrate aujourd'hui. Et ce monsieur, ce grand ami, à l'époque, devait les introduire auprès du président Talon. On s'est resté dans son salon. Donc c'est de l'hypocrisie. Tout à fait de l'hypocrisie. Donc je ne peux pas mêler la politique à ce qui s'est passé, à cette exposition d'art. Et je pense même que les 3 mois que vont durer cette exposition doivent permettre à ce que tout le monde aille visiter, quel que soit le bord politique. Parce que ça n'appartient pas à Patrice Talon, ça n'appartient pas, ce n'est pas un patrimoine politique, c'est un patrimoine historique du Bénin. Donc c'est très important. Maintenant, j'en viens au symbole que cela représente, parce que au-delà de ce que nous sommes professionnellement, Dieu nous a permis d'avoir quand même une certaine vue subtile dans les choses qui se passent. En ce sens que lorsque vous voyez que ces œuvres qui ont été spoliées, que ces œuvres qui ont été volées, avec une violence inouïe, c'est-à-dire une colonisation qui brutale, qui rompt totalement les liens culturels et qui reviennent au bercail. Ça veut dire que le message, en principe, je ne sais pas si les gens lui auraient déjà donné ce message hautement spirituel, tous les enfants du Bénin doivent revenir au pays. C'est ça qu'il faut voir à travers ça. C'est pour ça que tout le monde doit être uni autour de ça. Tous les enfants, quelles que soient les raisons. Quelles que soient les raisons politiques, tout ce que vous voulez. Parce que vous savez, il y a des gens parmi ceux-là qui sont en exil, quel que soit le président Talon va dire, on va toujours voir une main politique derrière. Quel que soit. Ça veut dire qu'il a une lourde responsabilité. Et je ne pense pas que lui-même puisse bien dormir en pensant à tout ça. Et qu'à la fin de son mandat, pendant son règne, qu'il y ait des gens, des fils du Bénin, qui soient à l'extérieur, comme ça, contraire à la Constitution. Et donc, ceux qui sont en prison également. Oui, évidemment, bien sûr. Mais d'abord, ceux qui ne sont pas sur le territoire, c'est très important. Ça veut dire que c'est à lui de tout faire. Et moi, j'ai aimé, c'est sûrement que ce n'est pas Zissou qui lui a demandé. C'est sûrement le président Talon qui aurait fait le geste pour dire, écoute, je vous offre mon avion. Voyons ensemble. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un symbole fort pour l'unité nationale? Ça gêne qui? Est-ce que cette image vous empêche de manger? Cette image vous empêche de travailler? Au contraire. Voilà. Donc je ne vois pas où est la polémique. C'est un débat superficiel, baroque, qui n'a aucun sens intellectuel. Et après cette sortie médiatique de l'ex-ministre Komi Kouché, il y a le député Gbadamossi qui a fait tout de suite du tac au tac. Et selon lui, il a remis Komi Kouché à sa place. Vous savez, c'est déjà de mes plus bas.
pour moi, je ne suis pas politicien, je suis impartial. Ça ne veut pas dire que je suis neutre sur le plan philosophique. Et d'ailleurs, sur le plan philosophique, il y a beaucoup de choses que je peux reprocher à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Moi, je veux mener un débat intellectuel, philosophique, par rapport à la gestion de nos États, par rapport à comment ces gens-là nous conduisent. Et donc, je pense que ceux-là sont des oiseaux du même plumage. C'est nous ceux qui ne comprennent pas le fond des choses, comment les choses se passent derrière le rideau, qu'ils viennent bluffer. Et donc, il a répondu. Moi, ce débat n'a même pas de sens. Il ne faut même pas perdre du temps. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'il est dans son rôle en répondant à... Mais s'il est citoyen, c'est comme si vous me demandiez si c'est mon rôle de parler de ça aussi. C'est mon rôle, j'ai le droit, parce que je suis citoyen béninois, je suis un intellectuel béninois africain. Donc, en ce qui concerne le cas d'espèce, ces œuvres d'art, et qu'on interdit à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est comme si, j'ai comme l'impression, on veut forcer ce monsieur Zissou à devenir opposant. Mais ça n'a pas de sens. Le gars, toute sa carrière, vous avez suivi le débat entre tout en 2016 et lui. Et il dit, monsieur Patrice, vous m'avez sollicité plusieurs fois pour entrer dans le gouvernement Yahi Boni. J'ai dit non. J'avais suivi. Ça veut dire, ce n'est pas monsieur qui a forcément une vocation politique. Et ce qui s'est passé, on a peut-être essayé de le convaincre, il est venu, et il a échoué, et puis il s'est retiré, simplement. Vous comprenez? Donc c'est son droit de faire ce qu'il veut. Moi, je défends la liberté individuelle, le droit d'exercer sa pensée, ses actions, sa libre pensée. On ne peut pas lui imposer une opposition. Et encore, quelle opposition? Ça là, que nous voyons, je ne suis pas mouvancier. Pas du tout, pas du tout. Mais ça là, si nous voulons, on en parlera peut-être dans un débat, mais ça que je vois désorganisé, mal organisé et sans boussole, je dis ces gens-là, ils doivent encore se chercher, peut-être éternellement. Ça reste beaucoup. Quand vous me parlez de Komi Koutié, c'est un opposant qui reste à l'extérieur, qui incite les gens à la violence. Vous voyez, vous pensez que c'est bon? C'est ça qui va nous diriger. Mais Dieu, la divine providence, sait faire ces choses. Vous pensez que quelqu'un comme ça puisse diriger une nation? Ce monsieur Koutié, je crois que c'est un adolescent politique qui doit se chercher éternellement. C'est ce que moi je pense très sincèrement. Et qu'il a pu dire de ça, de l'autre, mais et lui. Je suis d'ailleurs très heureux. Je ne sais pas si le monsieur Zissou a déjà répondu. Mais je pense que ça ne vaut pas la peine de répondre à ça, parce qu'il n'y a pas de débat. Je vais vous dire, vous pensez que tous les Béninois qui sont entrés au palais pour aller visiter ces œuvres-là sont tous pour Patrice Talon? Pas du tout. Même peut-être, monsieur Koutié, peut-être parmi ces partisans qui le soutiennent jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui sont allés visiter. On ne sait jamais, on ne sait pas. Ce serait même mieux. Cette exposition va durer 3 mois. Que chaque fin du mois, le président Talon revienne, appelle la presse, organise une fête, et à la fin de l'exposition, qu'une grande fête soit encore organisée. Ce serait beau pour ce pays, parce qu'on a envie de rire, on a envie d'être en joie avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme misère, comme précarité au sein de la population. Et on a besoin quand même d'avoir un peu de sourire sur les lèvres. Dans un autre registre, depuis quelque temps, dans le nord du Bénin, des djihadistes frappent des attaques terroristes. Que pensez-vous? Je pense que, je l'ai déjà dit sur d'autres plateaux, c'est prévisible. C'était prévisible parce que... Pourquoi? Pourquoi? Parce que d'abord, nous l'avons su depuis 2017 et en l'occurrence 2019, j'ai fait une adresse publique pour dire qu'il faut prendre ça au sérieux parce que le djihadisme serait l'un des défis majeurs de l'humanité. Absolument. C'est programmé, c'est fait ainsi et ça va se passer ainsi. On le savait. J'avais aussi dit que les armes vont parler beaucoup dans les années à venir et ça a commencé déjà, ça continue. Vous avez vu, il y a une guerre qui est déclenchée hier seulement. Si on a le temps, on va peut-être en parler. On va en parler. Et donc, puisque ce groupe terroriste était déjà à nos portes, le Nigeria, le Mali, le Burkina, même au Togo, vous comprenez. Donc il fallait déjà y penser et prendre les dispositions idoines afférentes pour endiguer ce mal-là qui est devenu une métatase, vous comprenez. Donc ça gangrène, c'est une tentacule qui est en train de prendre partout
Et ce qui est plus sérieux dans cette histoire, ce n'est pas une guerre conventionnelle, il s'agit d'une guerre asymétrique. C'est-à-dire que c'est difficile d'aller apprendre ce genre de choses dans une école, comment faire cette guerre. Ça veut dire qu'il faut une formation appropriée, adaptée, spéciale, pour pouvoir aller vers des gens qui sont prêts à mourir. Vous voyez, quand vous battez avec quelqu'un qui ne refuse pas de mourir, vous allez vous battre toute votre vie, c'est très difficile. C'est des gens comme ça parce que on leur a inculqué une doctrine, un dogme, et ils se disent, si je meurs pour Allah, pour Dieu, je vais au paradis. C'est ça, leurs responsables sont très intellectuels, c'est des grands théologiens, donc ils savent ce qu'ils font. Et là, je peux vous dire que pour le Bénin, je voudrais d'abord féliciter nos forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable parce qu'il n'y a pas de guerre sans victime en fait. Et que ce que j'ai entendu est en train d'être fait, je dis je salue qu'on aille plus loin et prendre même la progéniture de ceux qui sont tombés et de ceux qui vont tomber encore. Il reste à venir, ce n'est que le début. Clair. Donc pour ceux qui vont tomber sur les fronts, demain, il faut qu'on les prenne en charge. Parce que c'est de ça que vous savez, aujourd'hui, au Bénin comme partout en Afrique, nos militaires sont très maltraités. Ils sont très maltraités. Quand vous discutez avec eux, c'est pathétique, mais c'est eux qui vont sacrifier suprême. C'est eux qui vont se sacrifier pour la défense de la nation. Donc il faut les prendre au sérieux et leur donner les armes appropriées. Et surtout une formation. Et moi, je ne serai pas contre qu'à des moments donnés, l'armée béninoise fasse des incursions sur le territoire mitoyen, que ce soit au niveau de toutes les frontières. Et c'est ce que le Cameroun fait, par exemple. Dans ces frontières où le djihadisme sévit sérieusement avec le Nigeria, qui est incapable d'endiguer ce mal-là, le Cameroun fait parfois des incursions sur le territoire nigérian pour les repousser tout au loin. Le Tchad aussi, avec le maréchal Personne l'avait un temps fait aussi. Et donc, ce sera une lutte pour les années à venir. Et vous constatez avec moi que l'histoire de l'humanité, à chaque fois, dans un siècle, il y a toujours un événement fondamental qui détermine le siècle. Aujourd'hui, je l'avais déjà dit ailleurs, que nous sommes dans un processus de transmutation planétaire. C'est-à-dire les choses vont changer, la tendance de la matière sera vaincue, sera changée au profit du subtil, au profit de l'esprit. Comprenez? Parce qu'il faut forcément que nous allions vers un nouveau paradigme. Quand moi je suis croyant, je sais de quoi je parle, et qu'on l'accepte ou non, ça va arriver, ça a commencé depuis 2017, et il y a eu un tournant qui a été entamé récemment en décembre dernier, et donc nous allons assister à de grands tumultes partout dans le monde. Mais au finish, il y aura le règne du spirituel. Vous savez, le grand matérialiste et économiste Jacques Attali, français, a dit que les solutions de demain dans le monde seront spirituelles. Il sait de quoi il parle. Quelqu'un comme lui, il sait de quoi il parle, il sait que c'est inévitable. Même s'il y a d'autres forces qui veulent retarder, c'est pourquoi moi j'ai toujours conseillé, suggéré au chef d'État, parce que ce n'est pas facile, la gestion du pouvoir d'État. C'est très difficile. Quand vous êtes assis sur ce fauteuil, il y a beaucoup de choses qui vous entourent. Et là, moi je leur dis, regardez le ciel pour diriger les hommes, les humains. Parce que ces humains-là que vous dirigez ne vous appartiennent pas. Le trône sur lequel vous êtes assis ne vous appartient pas. C'est Dieu qui donne. Et si vous aviez donc ce privilège d'avoir cette parcelle de pouvoir, d'être à la cime d'un État, il faut diriger en regardant le ciel. Mais tout dirigeant aujourd'hui qui va diriger une nation en regardant la terre, le ciel va lui arracher le pouvoir. C'est inévitable. Nous allons rester dans le même registre pour dire que malgré les nombreuses mises en garde de l'Occident, la Russie a fini par envahir l'Ukraine. Pourquoi cet état des choses? Je pense que la doxa internationale, ceux qui gouvernent le monde, ont une mémoire rectiligne. En principe, Vladimir Poutine pose un problème de sécurité à ses frontières. Je vais vous rappeler qu'en 1989, à la chute, à la dislocation de l'URSS, George Bush père avait promis à Gorbatchev
de ne pas amener l'OTAN aux portes de la Russie. C'est vrai, Gorbatchev certainement a un peu mal négocié, mais ça demeure une promesse. Alors, qu'est-ce que l'OTAN veut faire encore là? En principe, l'OTAN ne devrait plus exister. C'est une organisation surannée, obsolète. Parce qu'après la guerre froide, pourquoi l'OTAN va exister? L'OTAN a été créé pour endiguer le mal, la peur du communisme de Staline. Mais après 1989, l'OTAN devrait avoir disparu. Absolument. Cela n'a pas été le cas. Et c'est même pathétique, à mon avis, parce que vous savez, au sein de l'Europe, il y a deux nations qui ont une puissance nucléaire, l'Angleterre et la France. Et la France a toujours souhaité protéger les autres. Mais pour rien au monde, les Allemands ne voudront jamais que la France les protège. Alors tous les autres pays européens préfèrent être protégés par le papa, le père, donc les États-Unis. Et quand Donald Trump est arrivé, il a constaté que les États-Unis mettent beaucoup d'argent au sein de l'OTAN pour rien, parce que ça n'apporte rien aux contribuables américains. Et il a décidé, maintenant je n'y mets plus un franc, commencez par cotiser et rembourser tout ce que vous devez. On a traité Donald Trump de tous les noms. Je suis convaincu que si Donald Trump était là, ce qui est en train d'arriver ne serait pas là. Qu'est-ce que Poutine veut? Il veut juste des garanties que l'Ukraine ne rentre jamais dans l'OTAN. Et l'Ukraine et l'Union soviétique ont eu une histoire séculaire. Vous comprenez? Il y a des russophones. Aujourd'hui, selon les sondages, il y a 45% d'Ukrainiens qui sont pro-russes et 48% qui sont pro-occidentaux. Vous comprenez? Et donc, c'est légitime. Quand vous êtes chez vous et que vous constatez que vos voisins amènent vos ennemis armés à côté, vous avez de quoi s'inquiéter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi le président Zelensky s'entête à dire « je dois rentrer dans l'OTAN ». Parce que l'Ukraine aussi, même si a commis les mêmes erreurs exactement, parce que vous savez, l'arme nucléaire est plutôt dissuasive. L'arme nucléaire. Si l'Ukraine avait l'arme nucléaire, ce qui est en train d'arriver ne serait pas en train d'arriver. Et l'Ukraine, en son temps, a commis les mêmes erreurs que l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez qu'il y avait l'arme nucléaire et qui a été bluffée par les Occidentaux et qu'il a jeté. Je dis c'est malheureux pour nous l'Afrique parce qu'aujourd'hui, la géostratégie aujourd'hui impose un rapport de force. C'est celui qui est fort qui parle. Et quand vous voyez Poutine parler, Poutine a aujourd'hui des armes que personne n'a dans le monde aujourd'hui. Et qu'il a pu développer. Et c'est pour ça, il est imperturbable. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la guerre, on pourrait éviter, mais vous savez que la meilleure défense, c'est l'attaque d'abord. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais démilitariser l'Ukraine. S'il avait reçu des garanties, il y a eu l'accord de Minsk qui n'a pas tout de suite été respecté. Pourquoi cela n'a pas été respecté? Parce que les Occidentaux ne tiennent pas promesse. Et je ne sais pas qu'est-ce que les États-Unis continuent à aller chercher dans cette région, au lieu de ce que... Est-ce que vous pouvez comprendre que si Poutine va poster des armes à la frontière des États-Unis, comme au Cuba, vous vous rappelez de la bête des cochons, ce qui s'est passé dans les années 60 avec Kennedy, vous vous rappelez? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que Biden accepterait que Poutine va mettre des armes au Mexique, ainsi de suite, même au Brésil? Personne n'accepterait. Si aujourd'hui, le Bénin va mettre des armes nuisibles aux frontières du Nigeria, le Nigeria va réagir. Et tout le monde est en train d'invectiver aujourd'hui, de vituperer aujourd'hui Poutine. Mais je vais vous rappeler, monsieur, que vous vous souvenez, la guerre d'Irak, ça n'a pas de sens. On nous a dit que Saddam Hussein avait des armes massives. Mais aujourd'hui, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, l'Irak vit dans un bazar total. Ça n'a pas de sens. C'est eux qui font la guerre. Je vous rappelle que Barack Obama a fait 4 guerres. Vous voyez, la Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Même la Côte d'Ivoire, comment la France peut oser aller déloger un président qui est en train de faire une contestation électorale qui existe partout? Ça n'a pas de sens. C'est eux qui le font. Et quand l'autre le fait, on dit voilà, c'est le Léviathan, c'est le diable,
Ça n'a pas de sens. Qu'on arrête de nous mentir parce que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, Vladimir Poutine constitue un point culminant pour renverser, pour asseoir un nouvel ordre mondial, contrairement à ce qu'ils veulent. Ils savent qui il est. C'est pourquoi ils ne veulent pas. Ils savent qui il est. C'est pourquoi ils ont tout fait pour le provoquer à agir ainsi. En fait, ils ont tout fait. Et je vais vous dire, la région de Donbass s'est autoproclamée indépendante. Bon, alors, et ils ont demandé de l'aide, même si je sais que tout est politique et tout a été une tactique savamment orchestrée, tout ça. Ouais. Mais c'est ça le jeu politique, c'est ça le jeu de la géostratégie, de la géopolitique mondiale et qu'on a vu partout. Quand on est allé déloger Gbagbo, on a dit qu'il est dictateur, il a revu de loin les élections, donc il faut sortir les armes. Quand on est allé massacrer, décimer Kadhafi, on a dit qu'il voulait tuer sa population comme des rats. Quand on est allé pendre et mis l'Irak dans tous les États, aujourd'hui, on a dit qu'il y avait des armes massives. Donc voilà ces genres de mensonges qu'on dit tout le temps. Et dans cette région, vous vous souvenez, quand la province de Kosovo avait voulu être indépendantiste, mais c'est l'OTAN qui allait bombarder la Serbie jusqu'à faire arrêter Milosevic du pouvoir et qui l'a traîné à la justice. C'est ça la réalité. Qu'est-ce que l'OTAN va foutre là? Poutine est en train de leur renvoyer le reflet de leurs propres actes. C'est pourquoi j'ai dit que ces gens-là ont une mémoire rectiligne. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la paix, pour garantir la paix dans le monde? Aujourd'hui, le mal est fait. L'Ukraine doit comprendre simplement qu'il n'a pas intérêt à se militariser aux frontières de l'URSS, du grand frère de paternel, exactement comme les États-Unis le font, exactement comme la France et l'Angleterre l'auraient fait, ainsi de suite. Que viennent faire les armées françaises et étrangères chez nous? C'est la même chose. Donc, c'est légitime ce qu'il est en train de demander. Je ne veux pas que l'OTAN, et on lui a promis que l'OTAN ne veut pas. Vous voyez quelqu'un comme Poutine qui a pris la Russie, qui était par terre, humiliée, dans la tribulation totale la Russie, parce que Elstine a gouverné la Russie dans un désordre total, dans la corruption. Poutine n'est pas blanc-seing, pas du tout, je ne suis pas en train de dire qu'il est blanc. Mais il a relevé la Russie. La Russie ne pouvait même plus assister ni au G8 ni au G20. Aujourd'hui, la Russie est devenue une puissance avec qui il faut compter dans le monde. Et c'est ça. Et qu'on cesse de nous dire, parler de démocratie, est-ce qu'il n'a pas été élu? Mais alors, est-ce qu'ici, Patrice Talon n'a pas été élu? Mais c'est la démocratie. Est-ce que Angela Merkel n'a pas élu plusieurs fois jusqu'à faire ce nombre de mandats? C'est la démocratie. Ce qu'on a vu aux États-Unis en 2021, lors des élections présidentielles dernières, avec Biden et c'est ça, cette démocratie qu'on veut nous enseigner. Parce que les Russes, Poutine est populaire. Et surtout au niveau de la jeunesse, il est très populaire. Parce que les Russes sont en train de défendre leur culture, des valeurs chrétiennes. Et c'est ça justement que nous devions copier en Afrique pour dire en fait, quelles sont nos valeurs? Sauf que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui ait fait des démarches pour aller visiter une œuvre culturelle, on puisse l'invectiver à ce point. Je trouve que c'est injuste, ce n'est pas du sérieux. Et donc, quelles sont nos valeurs? Nous devons chercher nos valeurs. C'est pourquoi je dis, pour que l'Afrique puisse se relever, il faudrait que nous puissions dans nos fondamentaux, nous revenons à nos valeurs endogènes et que nous adaptions cette démocratie-là à nos valeurs. Mais tel que ça se passe, c'est le même système. Écoutez, Patrice Talon est du système. Quoi qu'il fera, ça ne changera rien du tout. C'est le système. Et moi, je suis anti-système. Je combats le système par mes idées. C'est le même système. On vient simplement changer des noms. Si vous avez le temps, je dis rapidement. En 90, il y a 30 ans, quand nous avons commencé le renouveau démocratique, qu'est-ce qu'on a dit? On dit renouveau. Après, tout le monde nous a dit que Tsoglo était un dictateur. Vous vous souvenez? Il y a une coalition qui l'a évincé et qui a amené le général Mathieu Kérékou, qui a dit « je vais gouverner autrement ». Est-ce qu'il a gouverné autrement? C'est vrai, mais avec toutes les failles qu'on a vues. Et puis après, 10 ans après, on dit « changement ». Changement, Yahi Boni. Yahi Boni vient. Il fait ses 5 ans, il dit « non, ce n'est pas suffisant, il faut refondation ». La refondation. Et puis après lui, on nous parle maintenant de rupture. De rupture. Est-ce que ça a changé pour les Béninois, pour les Africains? Rien n'a changé, s'il vous plaît.
l'essentiel n'a pas changé. C'est le même système. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Patrice Talon, il n'a fait qu'utiliser les leviers qui ont été mis à sa disposition par cette forme de démocratie. Parce que l'Afrique doit faire une démocratie à la base. Il faut une démocratie à la base. Et ce suffrage universel et tout ce que vous voulez est à la base de beaucoup de difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut revoir totalement. Moi, quand j'avais entendu en 2016 rupture, j'avais adhéré, j'avais applaudi, mais il n'y a pas rupture. Le système est toujours en place. C'est une continuité, absolument. Le système est en place aujourd'hui et je crains même un État profond au Bénin. Parce qu'avec ce système partisan que vous voyez là, c'est la base d'un État profond, comme on a aux États-Unis et un peu partout dans le monde. C'est la base d'un État profond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrice Talon veut léguer la gestion du pays dans les mains des partis politiques. Alors que ce que je constate au niveau des dirigeants africains, quand un système, un procédé échoue ailleurs, c'est en ce moment que nous voulons les copier et l'utiliser ici. C'est dramatique parce que vous savez comment Donald Trump a été élu en 2016. C'est en renversant la table, c'est en cassant la baraque, c'est en cassant le correctement politique, les codes, pour dire je vais à Washington pour nettoyer le marais. Et le peuple avait adhéré, personne n'y croyait, tout le monde le prenait comme un plantain et il a réussi. Aujourd'hui, il a le levier du parti républicain dans les mains et Dieu sait ce qu'il va en faire. Quand vous prenez Macron, il a attribué tout le monde. Les partis politiques ont échoué. C'est la même chose. Nous sommes dans un monde, dans un monde qui est en pleine mutation. Comme les églises, comme les partis politiques, ils ont échoué. Donc on ne peut pas confier. Vous regardez par exemple les nombres d'adhérents. Réunissez tous les partis et faites la somme du nombre d'adhérents et comparez au nombre d'inscrits sur la liste électorale. Vous allez sourire simplement. Vous dites que cette démocratie, c'est pas ça qu'il nous faut. Il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Je voudrais simplement dire que l'espoir est permis, appeler tous les peuples du monde, de l'Afrique, du Bénin, que l'espoir est permis et que ceux qui ont encore des valeurs spirituelles continuent de prier le divin pour que les choses changent. Prions pour nos dirigeants, pour qu'ils réussissent. Parce que s'ils échouent, ce n'est pas bien pour nous, au peuple. Donc qu'ils réussissent. On s'en fout des politiciens. Quel que soit celui qui sera là, qu'ils réussissent. Et que Dieu nous donne de bons dirigeants. Et prions aussi pour que les générations, la progéniture, c'est-à-dire les enfants qui vont naître demain, soient de bonnes âmes qui incarnent ce corps-là pour que nous ayons un monde nouveau. Et qu'on n'abandonne pas la prière, qu'on n'abandonne pas ce à quoi nous croyons. Et il n'y a que lui qui puisse changer les choses pour nous. Merci à vous, Monsieur Emel Guérin. Je rappelle que vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Mesdames et messieurs, merci à vous également, vous que nous regardez chaque fois et toutes les fois. Merci une fois encore à vous pour votre fidélité légendaire à Guérite TV Monde. Alphonse Boton, Kabiru Adjadi, Ida Sagbo, Fauzia Tsefour. Merci à toute l'équipe. On se dit à dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission La Vraie Version. Bon dimanche à vous.